Bonjour et bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale. Et parmi ces enjeux, la décarbonation de plusieurs secteurs. Il y en a un dont on parle assez peu, c'est le sport. Et avec le démarrage de la Coupe du Monde, eh bien, c'est l'occasion d'en parler avec vous, Justine Birot. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice au sein de l'Institut du sport durable et vous êtes également le copilote d'un rapport qui s'appelle Décarbonons le sport du Shift Project. On va parler de ce rapport, bien sûr, mais tout d'abord, je le disais, un événement mondial vient de commencer il y a quelques jours, c'est la Coupe du Monde de football. Elle se tient cette année dans 3 pays différents, les États-Unis, le Canada, le Mexique, 104 matchs, 48 équipes qualifiées, 39 jours de compétition. Alors selon une analyse de Greenly, qui est spécialisée dans la comptabilité carbone, la Coupe du Monde 2026 pourrait générer 7,8 millions de tonnes de CO2, soit plus de 2 fois les émissions officiellement déclarées par le Qatar en 2022. Elle pourrait être la coupe la plus émettrice de CO2 de toute l'histoire du football. Ça, c'est pour Greenly, mais on a encore d'autres chiffres, d'une étude britannique notamment qui a estimé l'empreinte carbone de l'événement à près de 9 millions de tonnes de CO2, soit 4 fois les émissions des Jeux Olympiques de Paris 2024. Quand on regarde tous ces chiffres, Justine Birot, ce sont des chiffres impressionnants. C'est impressionnant, ce sera l'événement avec l'empreinte carbone la plus importante. C'est vrai que si on compare aux Jeux Olympiques par exemple ou aux autres éditions de la Coupe du Monde, ça va être l'événement sportif avec les émissions carbone les plus importantes. Alors ça s'explique pour différentes raisons, mais je pense qu'on va aborder juste après. Oui, tout à fait. Les pays hôtes, en tout cas, parlent eux d'une coupe verte, avec 3,6 millions de tonnes de CO2 émis. Alors, il n'y a aucun stade qui n'est sorti de terre, effectivement, pour cette édition. Mais 87% des émissions de CO2, donc de cette Coupe du Monde de football, selon cette étude Greenly, seront générées par les vols pour transporter les supporters. C'est donc ça qui pèse sur le bilan carbone. Oui, et c'est ça qui pèse dans le bilan carbone global des compétitions sportives, c'est le transport des spectateurs. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se déplacent pour aller voir des matchs. Et là, en l'occurrence, il y a 3 pays avec des infrastructures sportives qui sont très étalées sur le territoire. Donc, les supporters, ils sont obligés de prendre l'avion pour aller voir, pour aller suivre leur équipe. Il faut de parcourir tout un territoire en avion. Et ça va avoir un poids carbone très important. C'est là que la masse des émissions se joue. C'est la masse des supporters qui se déplacent. Oui, si on prend par exemple l'exemple de l'équipe de la République tchèque, elle va parcourir pas moins de 9000 km pour ces matchs de poule. Donc effectivement, derrière ces 9000 km, il y a les supporters qui vont suivre, peut-être, et 9000 km, c'est énorme. Et ces 87% d'émissions, cela représente l'empreinte annuelle d'environ 725 000 Français, soit la population de Marseille, pour qu'on se fasse une idée de ce que c'est. Cette Coupe du Monde, quelque part, c'est un peu tout ce qu'il ne faut pas faire. Justine Birot, vous qui travaillez sur l'impact du sport. En tout cas, il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour réduire le bilan carbone ou pour essayer d'améliorer certains dispositifs. On peut le voir par exemple sur tout ce qui est mis en place sur les derniers kilomètres. On prend l'avion pour voir les matchs, mais il y a aussi les derniers kilomètres pour se rendre aux infrastructures. Et là, il n'y a pas particulièrement d'offres de transport en commun ou de vélos ou de bus ou de mobilité décarbonée qui sont mis en place pour que les spectateurs puissent se rendre au stade plus facilement. Donc, il n'y a pas de politique environnementale construite. Oui. Et nous, on le déplore non pas simplement pour des questions écologiques, mais surtout pour l'intérêt du sport, où ne pas prendre en compte cet aspect-là, ça met en péril la pérennité de l'activité sportive plus tard. Oui, parce qu'effectivement, le débat, ce n'est pas de dire il faut tout arrêter. Non, pas du tout. Le sport, ça pollue, arrêtons tout. Au contraire, c'est de se dire on ne va pas arrêter. Alors, comment faire Vous dites d'ailleurs comment continuer à faire vivre des compétitions internationales populaires, accessibles et pérennes dans un monde qui sera confronté à des contraintes climatiques et énergétiques croissantes. C'est vraiment ça le débat. Enfin, en tout cas, du côté de la FIFA, on voit que tout est fait pour rendre l'événement plus grand, plus énorme, plus de matchs, plus de jours. On n'est pas vraiment dans la sobriété, Justine Birot, malgré des annonces quand même. On se souvient lors de la COP26, la FIFA avait dit qu'elle réduirait ses émissions de 50% d'ici 2030 et qu'elle atteindrait même la neutralité carbone en 2040. Alors, on ne voit pas très bien comment la FIFA pourrait atteindre cet objectif.
Non, c'est pas la trajectoire qui est empruntée aujourd'hui. Ça peut toujours changer, mais en tout cas, c'est pas les ambitions affichées. Là, cette année, on peut aussi observer qu'il y a une augmentation du nombre d'équipes. Donc, plus il y a d'équipes, plus il y a de matchs, plus il y a de supporters qui se déplacent et plus les émissions carbone vont être importantes. Et pour 2030, par exemple, on parle d'une compétition qui sera sur plusieurs continents. Oui. Avec encore plus d'équipes annoncées peut-être même pour les mondiaux suivants. Donc on n'est pas sur une tendance à la baisse, au contraire, plutôt sur une tendance à la hausse et à la croissance du nombre de compétitions. Alors le transport, c'est un des postes les plus émetteurs de CO2 dans le sport. Quand on regarde d'ailleurs dans votre rapport l'empreinte carbone du football et du rugby en France, parce que vous avez donc publié ce rapport, tout cela a été quantifié. On voit le chiffre, c'est 2,2 millions de tonnes de CO2 pour l'ensemble du football et du rugby en France, et 50% de ces émissions qui sont dues au déplacement. On retrouve ensuite la fabrication des articles de sport, ensuite les infrastructures, l'alimentation, les boissons, ça compte aussi, dans les stades. La consommation d'énergie et bien sûr les déchets. Ce sont les différents postes, Justine Birot. Et alors, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est qu'on a étudié l'empreinte carbone foot-rugby amateur et professionnel. Donc autant les équipes de France que les clubs d'un niveau départemental, régional ou national. Et le chiffre qui nous a paru important, c'est 80% de l'empreinte, ça vient de la pratique amateur. Ça veut dire que c'est la masse des gens qui pratiquent et qui se déplacent qui fait la masse de l'empreinte. Et si on prend le sport professionnel, le gros des émissions, ça vient des spectateurs qui se déplacent. Donc on voit vraiment que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui pratiquent ou qui aillent voir des matchs qui a un impact important. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, bien au contraire, ça veut dire qu'il y a une transition à mettre en place dès aujourd'hui pour aider ces clubs sportifs, amateurs ou professionnels, à planifier leur décarbonation et être moins dépendants des énergies fossiles. Alors, un des leviers principaux pour décarboner, c'est donc d'agir sur les déplacements, on l'a compris. Il y a des pistes évidentes pour des longues distances, privilégier le train, le car, la voiture électrique. Mais là, par exemple, dans le cas d'une Coupe du Monde, comment on fait? Comment on peut empêcher les gens de prendre l'avion? Non, alors c'est vrai que ça, c'est des cas spécifiques en plus, où c'est une fois tous les 4 ans. Après, si on voit le nombre de personnes dans les stades, au regard du nombre de personnes qui vibrent devant une Coupe du Monde ou qui regardent les matchs, on n'a pas attendu de se décarboner pour aller voir des matchs dans des bars, pour être dans des fan zones, pour vibrer. La plupart des gens vivent le sport de cette manière-là. Donc, pour les éditions futures, pour qu'on continue à pouvoir voir des équipes de France gagner des Coupes du Monde, peut-être qu'il faudrait repenser les poules pour pouvoir avoir les spectateurs qui sont plus proches des zones de rencontre. On peut penser aussi à des Coupes du Monde peut-être un peu moins fréquentes, peut-être pas tous les 4 ans, mais tous les 5 ans. Ça peut être un des leviers. Il y a aussi des leviers de quotas de billets pour des spectateurs qui viendraient de moins loin. Et aussi le développement de fan zones, de zones populaires proches de chez soi pour aller regarder les matchs et vibrer. C'est un tout petit nombre de personnes qui a un grand impact sur l'environnement. Donc finalement, c'est pas ça qui va vraiment changer la ferveur de notre sport. Alors vous dites aussi dans votre rapport qu'il faut redéfinir le calendrier sportif. C'est aussi une demande finalement des sportifs. On pense à l'équipe, je parlais tout à l'heure de l'équipe de la République tchèque, parcourir 9000 km pour disputer ces matchs. On imagine que c'est pas super non plus pour les footballeurs. Voilà, pour rapprocher les matchs des téléspectateurs, vous l'avez dit, plus de compétitions locales, régionales. Aussi, modérer les tailles, le rythme, limiter le nombre de spectateurs internationaux. Voilà, ce sont les pistes qui sont proposées dans ce rapport. Ça veut dire aussi, c'est important d'en parler, moins d'argent aussi pour les organisateurs. On voit que là, pour la FIFA, ça va être la coupe la plus prolifique aussi de l'histoire. Comment convaincre ces organisateurs que désormais, il faudra gagner moins d'argent ? Alors, ne pas prendre en compte ces enjeux-là aujourd'hui, c'est quand même faire un pari assez risqué sur le futur et donc sur les bénéfices qui peuvent être tirés de ces événements-là. Mais on le voit, par exemple, avec la crise énergétique et le prix du pétrole. Les prix des avions sont plus chers pour se rendre au stade. Le prix de l'essence est plus cher pour aller soit voir un match, soit pratiquer une activité sportive. Et ça met en péril la pratique. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des championnats qui sont annulés de fin de saison parce que l'essence est trop chère et que les gens n'arrivent plus à mettre de l'essence dans leur voiture pour aller accompagner leur enfant faire une compétition sportive. Et ça met en péril vraiment la pratique et le modèle économique. Donc le fait de se décarboner, c'est aussi être plus robuste et assurer le fait qu'on va pouvoir continuer à avoir une activité économique. Alors, on va parler aussi des autres leviers, parce qu'il n'y a pas que le transport. Alors, le transport, on l'a vu, c'est des proportions assez importantes, mais aussi d'autres choses. Diminuer la consommation d'énergie, aussi dans les bâtiments, prolonger la durée de vie des articles de sport, parce que ça aussi, ça compte, la fabrication des maillots, des ballons, etc. Végétaliser aussi les repas, les snacks. Alors ça va pas non plus être facile à mettre en place tout de suite. Ça passe aussi beaucoup par de la sensibilisation, j'imagine. Oui.
Donc il y a tous ces leviers-là, en effet. Les articles de sport, c'est près de 20% de l'empreinte carbone si on parle d'un club sportif amateur. Donc c'est vraiment un levier qu'on peut activer plus facilement que électrifier les voitures ou prendre le train, ou parfois c'est compliqué. Le volet articles de sport est vraiment intéressant. Donc on est sur l'allongement de la durée de vie, pas renouveler les jeux de maillot tous les ans, marcher avec l'économie sociale et solidaire, avec des acteurs de l'ESS qui peuvent vraiment donner une seconde vie à nos matériaux. Et sur la partie végétalisation, nous, on se rend compte qu'avec l'Institut du sport durable, on est beaucoup au contact des clubs, où on les forme, on les fait monter en compétences pour mettre en place des actions. Et le fait de devoir végétaliser un peu les buvettes est encore un frein important. Voilà, c'est ce à quoi je pensais aussi. Exactement. On peut leur demander plein de choses et ils sont très volontaires. Ils ont vraiment envie de faire des choses, les dirigeants sportifs. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est un peu compliqué. On ne dit pas qu'il faut que tout le monde soit végétarien, mais c'est de tendre plus en plus vers des offres végétariennes, une alternative, pour essayer de végétaliser un maximum les buvettes. Alors, dans votre rapport, vous dites aussi qu'il est possible de diviser par 5 l'empreinte carbone du football et du rugby en 25 ans. 90% des réductions peuvent être obtenues en préservant le mode d'organisation actuel du football et du rugby, c'est-à-dire... Alors ça, c'était pour nous la conclusion très positive, c'est de dire on va continuer à faire du sport, on va continuer à en pratiquer et en voir, avec des aménagements qu'on trouve assez marginaux finalement. C'est qu'on va plus prendre le vélo, on va y aller plus souvent en bus, on va manger un petit peu moins de viande et avoir peut-être pas des maillots tous les ans. Mais ça ne va pas re-questionner le fondement même de la pratique sportive. Il n'y a que 10% du chemin qui va devoir être parcouru en revoyant un petit peu les calendriers, en essayant d'organiser un peu mieux les compétitions pour être un peu plus proche de son lieu de domicile, soit pour aller en voir un match, soit pour aller pratiquer. Mais ça, c'est assez marginal par rapport à tout le chemin qu'on peut parcourir, qui ne nous empêchera pas de pratiquer et de voir du sport. Alors, cette méthode que vous avez avec le Shift Project, ce rapport qui a été fait avec des sportifs, avec toutes les fédés, on le dit, c'est pas des chercheurs dans un coin qui ont essayé de trouver des solutions. Ça, vous pouvez peut-être nous en dire un mot aussi sur ces sportifs qui ont été de haut niveau, qui ont été impliqués dans ce rapport. Alors, on a travaillé pendant 2 ans et demi sur ce rapport avec l'ensemble des fédérations, rugby, foot, qui étaient les 2 principales, mais aussi les ligues professionnelles. On a pu aussi solliciter les syndicats des joueurs. On a associé vraiment l'ensemble de l'écosystème pour co-construire ce rapport avec eux et leur demander si nos leviers ils étaient réalistes et que ça convenait à leur activité. Donc on l'a pas construit dans notre coin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ensuite mené une étude qui s'appelle la grande consultation du sport, où on est allé interroger les dirigeants sportifs et sportives sur leur perception de tous ces enjeux-là. Et en fait, il y a une grande majorité des dirigeants qui a envie de s'engager, qui a envie de faire des choses, mais ils savent juste pas par où commencer. Oui. On dit, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Comment on fait ? Comment on y va ? Donc ça montre que le backlash écologique, comme on l'appelle, il n'est pas si présent dans le milieu sportif. Les gens ont plutôt envie d'agir. Donc il y a eu une écoute par rapport à ces leviers de décarbonation que vous décrivez dans ce rapport. Et là, on parle du football et du rugby, mais à vrai dire, ça peut s'étendre aussi à toutes les disciplines. Oui. Oui, les ordres de grandeur sont les mêmes. Le transport sera toujours assez prédominant. Les articles de sport, c'est aussi la masse des articles consommés qui fait la masse de l'empreinte. Quand il y a 2,5 millions de shorts, de ballons, de t-shirts, c'est là qu'il va y avoir une empreinte carbone importante. C'est valable aussi pour le tennis, pour le surf, pour le trail et les sports outdoor. On a à peu près les mêmes conclusions. Alors, cette émission s'appelle Impact Positif. Justine Béraud, si vous deviez retenir quelque chose de positif en ce moment, ce serait quoi ? Ce que je retiens, et c'est notre action au quotidien avec l'Institut du sport durable, c'est la volonté de ces associations, de ces structures sportives qui s'engagent déjà, qui mettent déjà en place des choses. Il y a de nombreux freins. C'est des gens qui sont très sollicités pour mener une activité bénévole et faire vivre une activité sportive. Mais ils sont déjà très moteurs et on voit beaucoup d'initiatives sur le territoire en termes de transport, d'articles de sport, d'alimentation. Il y a plein de choses qui existent et nous, on a pour objectif de les mettre en lumière et de montrer que c'est possible d'agir. Merci beaucoup en tout cas, Justine Béraud, d'être venue dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et c'est bien sûr un podcast disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à flasher ce QR code qui s'affiche sur votre écran pour retrouver tous les épisodes de ce podcast. Merci encore, Justine Béraud.